tous, bienvenue sur Public Sénat. Nouveau numéro d'On va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour du bras de fer qui oppose les offices HLM au gouvernement. Tout est parti de la réforme des APL annoncée par l'exécutif. Il demande aux bailleurs sociaux de compenser en baissant les loyers, mais ça ne passe pas. Les offices HLM menacent de stopper les chantiers de rénovation. Est-ce que tout cela va finir par retomber sur les locataires? Y a-t-il des questions à se poser sur le financement et la trésorerie des bailleurs sociaux? Nous en discuterons avec nos invités sur ce plateau. Vous pouvez d'ailleurs réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. Vous connaissez le principe. Notre match des idées. Il opposera tout à l'heure Luc Laventure, journaliste spécialiste des Outre-mer, au politologue Olivier Roucan. Nous reviendrons sur la visite tendue d'Emmanuel Macron en Guyane. Le chef de l'État dit vouloir en finir avec une relation asymétrique faite de promesses non tenues. Les promesses, justement, ont-elles été tenues à Saint-Martin et plus généralement, les territoires ultramarins sont-ils lésés? Sont-ils des oubliés de la République? Nous en débattrons dans un instant. Enfin, l'entretien du jour, nous recevons Lonova. C'est une mère de famille qui a assisté impuissante à la radicalisation de sa fille de 12 ans. Aujourd'hui, c'est une jeune femme de 18 ans. Elle vit en Grande-Bretagne dans une communauté dite salafiste quiétiste avec un mari qui a plusieurs autres femmes. Sa mère raconte son histoire et son combat dans ce livre, Ma chère fille salafiste radicalisée à 12 ans, aux éditions La Boîte à Pandore. Mais d'abord, l'inquiétude des offices HLM. Le gouvernement leur demande de rendre la baisse des APL indolore pour les locataires et donc de compenser en baissant les loyers. Eux répondent que c'est impossible, que leur trésorerie ne leur laisse pas cette liberté. Sinon, c'est la banqueroute. On verra dans un instant si c'est la réalité avec nos invités. Mais d'abord, le point sur cette polémique avec Jérôme Rabier. Le gouvernement ne s'en cache pas. Il souhaite profondément réformer la gestion des offices HLM. Trop nombreux, ils investiraient trop peu, avec des coûts de fonctionnement trop importants. Une situation qu'Emmanuel Macron a dénoncée comme croquignolesque, puisque l'État financerait à la fois les logements sociaux d'un côté et les APL de l'autre. Mais en demandant 1,4 milliard d'euros aux offices HLM, l'exécutif a déclenché leur colère, car en leur réclamant de répercuter sur les loyers la baisse des APL décidée par le gouvernement, c'est un véritable choc financier qui leur est imposé. Cette réforme pénalise les offices qui accueillent le plus de populations modestes, parce que plus vous avez de gens à l'APL, plus vous êtes impacté par la réforme. On va perdre 8% de nos recettes locatives. Et derrière, cet argent qui était jusqu'à présent mobilisé pour mener l'entretien du parc, la réhabilitation, cet argent sera plus disponible. Les bailleurs sociaux ont donc claqué la porte des négociations avec le gouvernement pour protester. Mais l'exécutif ne semble pas prêt à reculer. Pour la majorité, il est injustifié de conserver 800 organismes HLM sur la France entière. Des regroupements permettraient de descendre à 500 offices d'ici à 2020. Si les négociations semblent à l'arrêt, il reste quelques semaines aux deux camps pour négocier, avant le vote définitif du budget prévu en décembre. Avec nous sur ce plateau pour ce débat, Isabelle Florennes, bonsoir. Vous êtes députée Modem La République En Marche des Hauts-de-Seine et adjointe au maire de Suresnes en charge de la jeunesse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Stéphane Troussel, vous êtes président PS du conseil départemental de Seine-Saint-Denis et vous présidez par ailleurs l'organisme de HLM Seine-Saint-Denis Habitat, merci à vous également. Daniel Dubois, vous êtes sénateur centriste de la Somme et vous interpellez le gouvernement sur cette réforme des APL et ses conséquences sur le logement social. On va en parler dans un instant. Cyril Lachèvre, bonsoir. Vous êtes journaliste économique à l'Opinion. Merci à tous les quatre. Stéphane Troussel, vous avez eu des mots très forts pour qualifier cette réforme des APL. Vous avez parlé, je vous cite, d'une arme de destruction massive pour les bailleurs sociaux. Expliquez-nous. Très clairement, si cet article 52 du projet de loi de finances 2018 devait être adopté en l'état, oui, c'est la mort d'un certain nombre d'organismes HLM, à l'évidence. Je vous donne un exemple, Seine-Saint-Denis Habitat, l'ensemble de notre autofinancement sera totalement ponctionné par cette mesure. Donc, même au-delà. Donc notre capacité à entretenir, à rénover, à investir dans la construction, d'autant plus dans un territoire comme celui de la Seine-Saint-Denis, qui est particulièrement concerné par les opérations de renouvellement urbain, c'est la mort de ce système, de ce modèle du logement social français, qui fait la particularité de notre système locatif en France. J'ajoute que par ailleurs, bien évidemment, c'est
plusieurs fois injuste, ce système qui est préconisé, puisque ce sont bien évidemment les territoires avec les patrimoines sociaux qui accueillent le plus de populations modestes qui vont être encore plus ponctionnées que les autres. Donc je crois que derrière cela, il y a la volonté surtout d'en finir avec ce qu'est le modèle du logement social français. Daniel Dubois, vous voyez, vous avez exactement ce raisonnement. Écoutez, j'adhère globalement aux propos qui viennent d'être tenus. Moi, je crois qu'il faut qu'on ait les choses clairement en tête. Le loyer, c'est la seule recette des organismes HLM. Dès lors que vous attaquez, c'est la clé de voûte du système, le loyer. Je voudrais insister aussi sur ce point. Le loyer, c'est ce qui permet l'équilibre des opérations. Le loyer, d'ailleurs, il est fixé par l'État. On va le rappeler quand même. C'est pas l'organisme HLM qui le fixe, c'est généralement l'État qui met un loyer plafond. Vous faites votre opération, vous l'équilibrez. Et ensuite, l'organisme HLM... Ces recettes, ce sont ces loyers, et ces loyers, ils les utilisent parce que les organismes HLM ne font pas de bénéfices, font des résultats, mais ne distribuent pas de dividendes, et ils réinjectent dans les travaux, dans le gros entretien, dans les nouveaux investissements, tout ce qu'ils ont pu finalement gagner dans l'année. Voilà, Isabelle ça en fait. Oui, alors, moi j'entends bien ce que disent, et nous avons rencontré un certain nombre d'organismes, nous les députés, chaque groupe politique est concerné. Je crois que le gouvernement a entendu et a commencé des discussions dès la semaine dernière, et les députés souhaitent effectivement revenir, en tout cas discuter avec les bailleurs sociaux sur notamment cet article concernant la baisse des APL. Moi, je veux dire juste une passage en force tout de même. Non, moi je veux dire juste une chose, c'est quand même que sur la question du logement, il y a depuis des années, il y a énormément d'aides, il y a énormément d'argent qui est mis sur la table pour les logements, mais moi ce que je constate sur le terrain tous les jours, c'est que ça ne fonctionne pas de façon optimale, ou en tout cas ça pourrait mieux fonctionner. Et moi je suis dans une circonscription, Nanterre-sur-Aisne, les dossiers que je traite, ce sont des dossiers d'attente permanente de personnes qui peuvent bénéficier de logements et sur qui ça, n'en on est ont tous pas. d'accord. On est tous d'accord, mais le système ne fonctionne pas. Je dis, le gouvernement a raison de mettre sur la table les questions. Après, dans l'ordre de la discussion, je suis d'accord avec ce que dit M. Dubois et ce que dit M. Troussel. Peut-être aurait-il mieux valu discuter d'abord, et là je suis tout à fait d'accord, et c'est pour ça que j'ai voté un vœu dans mon conseil municipal à Suresnes contre la baisse des APL, parce que je crois que dans les zones en tension, notamment en Île-de-France, c'est quand même difficile et très difficile à entendre. C'était pas par là qu'il fallait commencer. Et c'était peut-être pas tout à fait comme ça qu'il fallait commencer la discussion, mais je pense que cette discussion est utile. Et je crois que les députés et les parlements ont son travail à faire sur le sujet. Et c'est ce qu'on entend faire dès cette semaine. Cyril Lachèvre. Enfin, il faut reprendre un peu la genèse de cette histoire. Tout est parti d'un rapport de l'ANCOLS. L'ANCOLS, c'est l'agence publique qui chapeaute en fait les organismes HLM, du moins qui contrôle financièrement. On va essayer de pas trop être technique. Non, mais c'est un rapport qui n'est pas été rendu public, que le gouvernement a. D'ailleurs, les élus de la nation pourraient peut-être le demander. En tout cas, ça nous éclairerait tous. Qui, en gros, explique que dans ce pays, en France, il y a quelques organismes HLM, combien, je ne sais pas, j'ai pas pu voir le détail de ce rapport, qui, effectivement, ont plutôt des fonds propres, de l'argent, gagnent bien leur vie et sont ces fameux dodus dormants dont on parle. Et d'autres, bien évidemment, et là on en reviendra tout à l'heure, c'est tout le problème de la politique du logement et du logement social en France qui sont dans des graves difficultés financières. Et donc, en gros, le gouvernement s'est dit, il y a de l'argent qui dort, encore une fois, entre guillemets, on va pouvoir essayer d'en récupérer et donc de forcer à fusionner les organismes qui vont mal avec les organismes qui vont bien. Voilà un peu la logique globale, macroéconomique de cette réforme. Emmanuel Macron. Voilà, après, il y a eu des grosses erreurs de communication, évidemment, puisque tout est en plus parti d'une stratégie budgétaire, la baisse de 5 € des APL à l'origine, qui n'avait rien d'une réforme en profondeur du logement, mais tout simplement une manière de trouver de l'argent à court terme pour boucler le déficit, et qui après, effectivement, oblige le gouvernement à aller de plus en plus vite, et donc, en deuxième temps, cette fameuse baisse des loyers imposés aux organismes HLM en échange d'une baisse des APL équivalente. Alors, mardi dernier, le sujet a fait l'objet d'une mise en garde de Philippe Dallier devant la Commission des Finances. Le sénateur LR de Seine-Saint-Denis a prévenu, cette réforme va mettre des dizaines d'organismes HLM à genoux.
Il fallait que Bercy trouve 1,5 milliard sur les APL, et on a choisi une solution qui est très simple. On demande aux bailleurs sociaux de réduire les loyers d'environ 50 € pour un certain nombre de locataires, et puis de l'autre côté, on réduit l'APL à due concurrence. Les conséquences de tout cela, on les connaît à peu près maintenant, elles sont chiffrées. L'autofinancement des bailleurs concernés, qui est d'à peu près 2 milliards, va être amputé d'1,5 milliard. On nous dit que 100 mesures pour essayer de rectifier le tir, 100 bailleurs vont se retrouver au tapis et 180 bailleurs vont se retrouver dans une situation telle qu'ils ne seront pas loin, effectivement, d'aller au tapis également. Et ce bras de fer va tellement loin que dans l'Oise, les bailleurs sociaux ont prévenu, ils gèleront les chantiers de construction et de rénovation. Là, on est clairement dans une menace. Moi, ce que je crains, c'est pour les 11 millions de Français qui vivent dans ces habitations HLM. Est-ce que, pardon pour l'expression, mais est-ce qu'ils vont encore trinquer? Non mais attendez, c'est pas une menace. Ce n'est pas une menace, c'est la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Il y a quand même de la pression, il y a une forme de lobbying. Il y a eu déjà un premier effet des décisions gouvernementales de cet été, puisque le gouvernement a réduit une partie des crédits disponibles, ce qu'on appelle les aides à la pierre pour la construction. Ça a eu un effet immédiat. C'est que bien évidemment, il y a un certain nombre d'organismes qui portent des projets de construction, qui avec une réduction des aides à la construction de logements, ont été obligés de revoir un certain nombre de leurs projets. Il y a des mesures de compensation proposées par le gouvernement. Mais elles ne sont pas du tout à la hauteur. Est-ce que vous pouvez nous en parler pour les téléspectateurs qui ne Le gouvernement nous dit il y aura le gel du taux du livret A. Oui. Enfin, c'est sans commune mesure avec ce à quoi cette ponction nous L'augmentation du surloyer de solidarité. De quoi s'agit-il? Mais d'abord, encore là aussi, vous voyez bien qu'il y a des contradictions, puisque ce sont les organismes qui ont le plus de locataires APL qui vont être les plus ponctionnés. Donc en réalité, par exemple, je reprends l'exemple de la Seine-Saint-Denis, j'ai un pourcentage de quartiers qui sont exonérés de l'application du surloyer de solidarité très élevé, puisque j'ai des quartiers en ce qu'on appelle politique de la ville où le SLS ne s'applique pas. Et donc bien évidemment que là aussi, c'est des sommes dérisoires. Ce sont des gouttes d'eau. Dérisoires par rapport à la ponction. Bien sûr. Mais bien sûr. Et certaines d'ailleurs ne sont pas du tout réalistes. Quand on parle de la vente des logements, puisque voilà, ça c'est le grand, si vous voulez, on va y venir d'ailleurs. C'est le grand levier. Mais vendez votre parc, vendre le parc et vendez-en 40 000. Globalement, aujourd'hui, les organisations HLM en vendent 8 000. C'est irréaliste et infaisable. Tout simplement parce qu'un quart du parc est déjà dans les zones urbaines sensibles. Bien sûr. Donc, à un moment où, je vous invite à aller vendre un logement dans une zone urbaine sensible. À un moment où, par exemple, le gouvernement, dans un territoire comme le mien, demande aux bailleurs sociaux de racheter des copropriétés dégradées. Je pense à Clichy-sous-Bois avec une opération de requalification où on dit, pour en finir avec les copropriétés dégradées, messieurs les bailleurs, allez-y et rachetez. Donc c'est une politique également, à la fois de gribouille, mais de mon point de vue avec d'autres intentions. Alors je vais vous faire réagir dans un instant, mais puisque vous faites cette transition, effectivement, une fois qu'on a évalué ses conséquences possibles, la semaine dernière, toujours en commission des finances, Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires, a proposé qu'on développe effectivement cet achat d'appartements HLM par les locataires. Nous avons besoin qu'il y ait davantage de ventes de logements sociaux pour l'accession sociale, aussi bien sûr pour amener des financements aux bailleurs sociaux, parce que c'est un bon moyen d'apporter des financements. Je crois que personne ne peut sérieusement le discuter. Je suis convaincu que dans ce pays, 0,2% du parc vendu chaque année, ce n'est pas suffisant. J'avais dit qu'on pouvait monter, pas tout de suite, mais sur plusieurs années, à 40 000 logements. Ça ferait que 0,8%. Isabelle Florennes, c'est pas une bonne idée ça de proposer aux locataires HLM de potentiellement racheter leur appartement? Ça se fait déjà. Enfin, moi, et de le développer, c'est ce qu'on comprend de la part de Jacques Mézard. Il faut le développer à juste proportion. Je ne pense pas que ça soit ça peut être une solution, ça ne peut pas être l'unique solution face aux défis et aux enjeux du logement. J'entends bien ce que disent les débatteurs et j'entends bien puisque localement, je vais rencontrer les différents organismes et j'ai été... L'excellent président d'Haute-Seine Habitat qui est le maire de Suresnes et que je connais bien et qui m'a alerté bien évidemment tout de suite. Moi je dis, il y a des organismes et je les connais, départementaux, qui font un excellent travail. Je pense que ce travail de mutualisation est excellent.
Et vous le faites en Seine-Saint-Denis et nous le faisons dans les Hauts-de-Seine. Ça permet de dégager des marges et ça permet de les réinvestir. Et il y a des populations, et il y a d'énormes populations qui sont dans les critères et qui rentrent dans les critères d'attribution. Derrière cette question qu'on soulève par effectivement la baisse des APL et qui, à mon sens, était prématurée ou n'était pas forcément la meilleure façon de prendre ce débat, il y a un vrai souci qui est effectivement comment on loge ces personnes, comment ça se fait qu'il y ait autant de personnes qui rentrent dans les critères, le coût, les loyers. La région Île-de-France est quand même une zone tendue, comme nous disons. Et là, je veux dire que c'est un débat plus large. Nous souhaitons le porter. Et en tout cas, je vous le redis, les députés, les parlementaires En Marche et Modem souhaitent que nous abordions réellement ce débat plus largement également. Cyril Lachèvre. Je crois qu'avec cette histoire de vente de 40 000 logements HLM, on apporte une mauvaise réponse à une très bonne question qu'il faut absolument aborder dans tous les cas de figure, qui est double. D'abord, il y a le problème de manque de fonds propres des offices HLM qui n'ont pas assez de ressources financières pour pouvoir produire par elles-mêmes. Et effectivement, on dit que quand on vend un logement social, on a de quoi financer 3 autres logements. Bon, le ratio ne permettrait peut-être pas pour autant de réussir à vendre 40 000 logements, mais en tout cas, cette question-là mérite d'être posée. Mais il y a plus important, beaucoup plus important, et là-dessus, on n'en parle pas du tout, c'est quel est le problème du logement social aujourd'hui? C'est on ne favorise pas la mobilité dans le parc du logement social. Les gens qui rentrent, n'en sortent pas souvent assez vite par rapport à ce que la situation justifierait. Peut-être aussi pour des bonnes raisons. Qu'est-ce que vous voulez dire, qu'il y a un manque de contrôle, qu'en fait, ils gagnent plus entre le moment où ils sont rentrés. À un moment donné, leur situation évolue, sauf que après, ils n'ont pas non plus forcément les moyens de pouvoir basculer tout de suite dans le parc privé où les loyers sont 40% plus élevés. Donc il faut trouver, une solution, ce qu'on appelle le logement intermédiaire, etc. Absolument. Mais peut-être qu'on pourrait, réfléchir à ça et puis ou en tout cas augmenter les contrôles. Un couple qui a 3 enfants quand il est rentré dans le logement est attribué et qu'il n'y a plus de mobilité. Une fois qu'il est attribué, on y a droit. Et par exemple, la Cour des comptes dit très bien, si on favorisait 1% de départ tous les ans du logement, de logements sociaux, et ça ferait l'équivalent de 40 000 mises en chantier. Donc on n'aurait pas besoin non plus de construire pour construire. Pourquoi je dis ça? C'est simplement parce qu'on a ce chiffre est absolument spectaculaire. Il y a 3,5 millions de ménages pauvres locataires en France. Il y a 5 millions de ménages pauvres en France, mais certains sont propriétaires. 3,5 millions de ménages pauvres. Vous en avez 1,75 million, donc l'exacte moitié, qui est dans le parc public, et 1,74 million qui sont dans le parc privé, avec des loyers 40% plus élevés. Ce sont ces gens-là qui ne sont pas dans l'office HLM. Donc il y a une injustice, c'est ça que vous voulez dire? En tout cas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas si, encore une fois, après tout dépend de ce qu'on attend du logement social, la réponse du logement social doit être d'aider les plus défavorisés dans notre Stéphane Troussel qui m'a demandé la parole d'abord et ensuite Daniel Dubois. C'est quand même déjà le cas. Les organismes HLM accueillent les populations les plus modestes, les plus pauvres. 7 locataires sur 10 sont proches ou avec des niveaux de ressources inférieurs au seuil de pauvreté. C'est ça la réalité. Et d'ailleurs, Stéphane Troussel, sur cette question de la mobilité, par exemple, pourquoi n'y a-t-il pas de contrôle de la situation d'une même famille entre l'année où il entre dans un logement HLM et l'année où... il y a peut-être ce type de cas, mais excusez-moi, c'est pas ça le principal problème. Le principal problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une évolution du secteur privé avec des niveaux de loyer dans le secteur privé qui empêchent un certain nombre de populations de changer de logement et de connaître un parcours résidentiel. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Le gouvernement s'en prend aux APL, au secteur du logement réglementé, parce que les loyers qui sont pratiqués par les organismes HLM sont réglementés, mais ne dit absolument rien de l'envolée des prix du secteur privé. Enfin, je veux dire, le gouvernement a développé tout un argumentaire sur l'APL est inflationniste, mais elle ne peut pas être inflationniste dans le secteur du logement HLM, puisque nos loyers sont réglementés. Et il reste les bras ballants s'agissant du secteur privé. Il ne veut pas entendre parler d'encadrement des loyers. De ce point de vue, il ne fait rien. Et il s'en prend au secteur HLM. Par ailleurs, l'argument qui consisterait à dire on pourrait éventuellement vendre pour réinvestir et construire. Ça peut s'entendre. Moi, je ne suis pas forcément, notamment sur un territoire comme le mien, particulièrement favorable. Je préfère développer, par exemple, l'accession sociale à la propriété. Nous avons créé une coopérative d'accession sociale à la propriété, justement pour offrir des capacités à nos locataires qui le souhaitent, d'acquérir aussi des logements neufs construits. Mais je ne suis pas très favorable à la vente, pour les raisons que je vous ai indiquées tout à l'heure. Mais avec ce que nous propose le gouvernement, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il nous propose de vendre, non pas pour investir, il nous propose de vendre pour compenser la baisse de nos recettes d'exploitation. C'est comme si vous dites à un chef d'entreprise, puisque ces nouvelles majorités En Marche n'ont que l'entreprise à la bouche, c'est comme si vous dites à un chef d'entreprise, monsieur le chef d'entreprise, vous allez vendre votre outil de production
pour compenser vos déficits d'exploitation. On marche sur la tête. Moi, je voulais revenir sur les populations logées. Les organismes HLM, aujourd'hui, ont 32% de personnes logées qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Les attributions 2016, c'est 50% de familles donc, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc, une réelle progression. Et ça pose ensuite une vraie problématique qui est celle de la mixité. Qu'est-ce que l'on veut faire de nos organismes HLM ? Est-ce qu'on veut en faire des organismes ghettos ou est-ce que l'on veut que les populations puissent vivre dans la mixité dans les résidences gérées par les organismes HLM ? C'est un vrai sujet de fond. On a engagé des milliards sur le PNR1. Ne refaisons pas les erreurs qu'on a commises il y a 30 ans ou 40 ans dans la construction des territoires et des zones urbaines. Faisons très attention à cela. Il faut donc une réelle mixité et bien sûr une vraie mobilité. Bien sûr, il faut gagner en mobilité, mais il faut gagner en mobilité. Il ne faut pas non plus imaginer que la mobilité soit le problème majeur des organismes HLM. Mais je voudrais... Non, mais je pense qu'effectivement, il y a une question sur la mobilité, elle est réelle. Il faut quand même qu'il y ait plus de turnover. Les situations changent. Et là, on parle de parcours dans résidentiel. Et je pense que là, il y a une réflexion. Je sais que c'est un sujet. On ne peut pas dire que le gouvernement fait rien, ou en tout cas, il y a des choses à l'étude en matière d'urbanisme, en matière de trouver des solutions pour la question du foncier. La question du foncier, trouver des zones pour construire, et là je parle du logement en général et pas que du logement social, c'est un vrai sujet. Faciliter les outils juridiques. Et de la demande de compensation faite aux bailleurs sociaux, on a le sentiment, vous allez me dire si je me trompe, qu'Emmanuel Macron veut mener une réforme bien plus profonde que cela, de ce fonctionnement assez opaque, il faut bien le dire, des offices HLM. C'est un peu passé inaperçu. C'était le soir de son interview par TF1 LCI. Il a jeté un pavé dans la mare. Dans le monde HLM, il y a des organismes qui ont de l'argent et qui ne le dépensent plus, qui ont construit une forme de rente. Il faut les pousser justement à le dépenser ou à récupérer cet argent d'une bonne façon. C'est ce qu'on fera. De l'autre côté, il y a des organismes qui construisent ou qui ont des publics beaucoup plus en difficulté, dans les quartiers les plus modestes. Ceux-là, dans les engagements que le gouvernement prend et dans la politique que va mener le Premier ministre, nous les aiderons. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans les engagements que nous avons pris et qui seront conduits par le gouvernement, eh bien, certains organismes seront recapitalisés, certains organismes seront accompagnés, et puis on favorisera les regroupements. Il y a près de 800 organismes HLM en France. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne manière de fonctionner ? Ça, c'est vrai. Écoutez bien les mots d'Emmanuel Macron. Dans le monde HLM, il y a des organismes qui ont de l'argent, qui ne le dépensent plus, qui ont construit une forme de rente. Il y a des réserves, on le sait, depuis des décennies. De quoi parle-t-il ? Mais qu'il s'adresse à ceux qui sont éventuellement concernés. Mais enfin, vous connaissez attendez, ce phénomène, moi, il y a de l'argent, ils sont riches, les bailleurs sociaux, ou pas ? Ou certains le sont, nous avons d'autres un pas du tout. autofinancement. Nous ne servons pas de dividendes. Cet autofinancement, il ne sert pas à rémunérer des actionnaires. Puisque, mais de quels offices HLM parle-t-il quand il dit qu'il y a de la trésorerie ? Un certain nombre de territoires peu tendus. Voilà. Quand vous êtes sur un territoire peu tendu où vous construisez peu, et que vous gérez correctement votre organisme, vous avez naturellement des rentrées de loyers. Si votre parc est plutôt bien entretenu, si vous avez plutôt des maisons individuelles que du collectif, effectivement, vous avez des rentrées d'argent et vous êtes plutôt en situation positive. Cette réalité, elle existe et elle n'est pas d'ailleurs contredite par les organismes HLM. Mais elle est anecdotique ou c'est fréquent ? Sur un certain nombre de situations, je ne les connais pas toutes, mais je vais vous prendre un autre exemple. L'OPAC d'Amiens, que je connais bien, il a un plan patrimoine de 350 millions à mettre en œuvre sur 5 ans. Il lui faut 70 millions de fonds propres pour le financer. Il en a 28 aujourd'hui. Il lui en manque donc une quarantaine. Et donc comment il fait pour mettre en œuvre cette capacité à avoir des fonds propres, c'est son autofinancement annuel. Sauf que la réforme qui est proposée, il en fait globalement 7, 7,5, il va en perdre 5. Il va en perdre 5. Cyril Lachèvre, il a raison, Emmanuel Macron, de mettre un coup de pied dans la fourmilière. C'est un système un peu opaque. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Je vous laisse le coup de pied, la fourmilière est opaque. Je sais pas que les termes sont peut-être un peu excessifs. Pardon, on découvre un petit peu. Vous parliez de ce rapport. Exactement. Non,
Prenons 2 chiffres. En France, à Paris, pardon, pour 16 demandes dans un office HLM, on n'a qu'une seule place possible. Dans l'Indre, département de l'Indre, vous avez une demande, une offre. Donc, il y a un déséquilibre total dans notre pays, mais qui dépasse largement le système de logement social, entre des zones tendues, effectivement, et des zones, entre guillemets, détendues ou calmes. Et vous avez donc 3 types, en gros, d'offices HLM. Alors, c'est très schématique. Vous avez ceux qui sont dans des zones tendues, qui on demande, effectivement, de construire beaucoup, parce que ils ont beaucoup de demandes de locataires. Et donc, eux, effectivement, sont dans des situations compliquées, parce que les zones tendues, qui dit zone tendue, dit prix élevé pour le foncier. Et donc effectivement, par ailleurs, les populations les plus modestes. Voilà, par ailleurs. Donc, ceux-là sont dans des situations compliquées. Après, vous avez d'autres logements qui sont dans des offices HLM, qui sont dans des zones totalement détendues, où là, finalement, il y a un taux d'occupation qui est relativement bas, c'est-à-dire que vous avez quelques villes où il y a à peu près 5 à 10% du parc qui est vide, qui n'est pas occupé parce que les gens n'y vont pas, parce qu'il n'y a pas de travail. Et alors c'est pour ça ceux-là sont dans des situations compliquées. Et après vous avez également. Voilà, ceux-là sont aussi dans des situations financières compliquées parce qu'ils ne construisent, mais ils n'ont pas besoin de construire pour le coup. Et après vous avez cette 3e catégorie, donc combien on ne sait pas, ce serait intéressant de le savoir effectivement. C'est pour ça que je disais sont ceux qui sont dans une zone effectivement où il n'y a pas trop de demandes, donc il n'y a pas besoin de construire, donc ils n'ont pas besoin d'investir, et en même temps une zone où finalement les gens restent et donc quelque part ils ont un taux d'occupation très élevé, donc des bonnes rentrées. Et c'est peut-être cela que vise le président de la République. C'est peut-être cela qu'il vise, mais en l'occurrence il a mis en place une mesure qui de toute façon s'attaque effectivement et plus lourdement à tous, mais qui de fait pèse plus lourdement sur une des catégories qui est la plus en difficulté. Sauf s'il regroupe et qu'il mutualise, c'est ça l'idée. Et il s'agit quand même d'argent public. Oui. Et donc, cet argent public, je sais, on en est tous responsables. Et je crois quand même que, effectivement, par cette annonce, l'idée est d'engager une mutualisation. Et je pense que c'est une voie qui peut être entendue si on regroupe. Elle a déjà commencé. Vous me l'expliquez. Elle se fait peut-être. Vous l'avez déjà commencé ? On peut la soutenir. On peut la soutenir en demandant à l'USH, à l'Union sociale de l'habitat, de l'encourager encore plus. Quand on regarde le nombre d'offices publics de l'habitat, par exemple, il a diminué. Y compris en Ile-de-France, on est tous en train de regarder, notamment compte tenu des nouvelles législation qui s'applique dès le 1er janvier 2018 à favoriser le regroupement, la mutualisation. Par exemple, je vous le disais, en Seine-Saint-Denis, je vais fusionner avec un office de 3000 logements à partir du 1er janvier 2018. Oui. Moi, je crois quand même qu'au-delà de la baisse des dépenses publiques qui est visée par cette mesure, il y a une volonté oui, je le dis, de libéraliser le logement et le logement social. Moi, ça me fait penser. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui s'est passé dans les années 80 en Grande-Bretagne avec Margaret Thatcher et les conservateurs britanniques qui ont vendu 2 millions de logements sociaux. C'est-à-dire qu'ils ont privatisé le parc HLM. Bien évidemment, parce que, y compris avec l'objectif de mutualiser, de regrouper, on veut des organismes puissants avec de très nombreux... Il y a aussi une volonté de rentabiliser. Oui, et puis du coup, qui peuvent intéresser des investisseurs. Et le logement devient un objet financier, non plus c'est plus un objet immobilier, c'est un objet financier. Il faut faire de la rentabilité. La mutualisation... Ça veut dire, cheminer en étant organisé. Oui. Ça ne veut pas dire, c'est la foire d'empoigne, le plus fort, va avaler. Mais attendez, c'est plutôt aujourd'hui les signes qui sont donnés. Les signes qui sont donnés parce qu'il n'y a pas de débat en amont. Oui. On est dans une situation où finalement, au détour de la loi de finances, à travers l'article 52... C'est ce qu'Isabelle Florennes disait. C'est ce que j'ai dit en préambule. Donc, il est urgent de débattre. Je suis bien d'accord. Insister sur un point, il y a effectivement la région parisienne, quelques zones tendues en France, où il faut vraiment apporter de l'argent frais, j'allais dire, pour qu'effectivement on puisse construire, et des terrains aussi. Et du foncier, et des terrains. Et du foncier, on est bien d'accord. Mais ceci étant dit, il y a aussi des attentes sur les territoires. Il nous reste 30 secondes pour conclure ce débat. Je vais prendre les Hauts-de-France. Très rapidement, les Hauts-de-France logent autant de personnes dans leur logement HLM que l'Île-de-France, 21 à 22%. Sauf que ils sont beaucoup plus pauvres dans le nord, dans les Hauts-de-France, et que la mutualisation, si on doit la faire à un moment donné, il faut la réfléchir territoire par territoire, en fonction des besoins des territoires, et en fonction Il nous reste 10 secondes. Je voudrais entendre une dernière fois Isabelle Florennes. C'est le ministère du Logement qui a fait cette mesure. J'ai dit juste en conclusion qu'il est urgent de débattre, de s'écouter, de se parler. On est là pour ça, et c'est merveilleux.
Mais c'était pas le... Cyril Lachèvre, une dernière minute. Moi, je pense que Dernière seconde. on se focalise sur le logement social, mais je crois que de toute façon, aucune réforme du logement social ne pourra se faire sans une réforme globale du logement. J'évoquais les questions du logement intermédiaire, la question privée aussi. Et d'ailleurs, il faut vraiment repenser, mais dans la globalité, parce qu'on ne peut pas résoudre le problème juste du logement social en ne parlant que du logement social. Les promoteurs et les constructeurs l'ont bien construit, parce que eux aussi voient bien le risque qu'il y a avec un effondrement de la construction. Sachez que le Sénat fera des propositions sur l'article 52. Voilà, vous aurez tous eu votre mot de conclusion. Merci infiniment à tous les cas d'avoir participé à ce débat. Dans un instant, c'est le match des idées. Il va opposer Luc Laventure à Olivier Roucan. Nous allons revenir sur cette visite d'Emmanuel Macron en Guyane, une visite houleuse, ponctuée d'échanges tendus et de séquences assez marquantes. Résumé de cette visite avec Jérôme Bonnard. Oui. À Cayenne, jeudi dernier, l'avion du chef de l'État s'est posé en terrain miné. Le mouvement social qui a embrasé la Guyane au printemps a laissé des traces et beaucoup d'attentes. Emmanuel Macron, lui, est arrivé droit dans ses bottes. Après avoir visité le centre spatial de Kourou, il est allé au contact des Guyanais, notamment ceux des quartiers défavorisés, avec un objectif: convaincre coûte que la rupture avec le passé est la bonne méthode pour développer le territoire, sans intention réelle de négocier. Au risque de provoquer à nouveau de vives tensions, des manifestations ont dégénéré dans les rues de Cayenne. La rencontre avec les membres des grands frères et de Pour la Guyane d'école n'aura pas lieu. Et la République, elle ne cède pas aux gens qui sont en cagoule. Et là-dessus, il n'y a pas de solution de facilité, justement. La facilité, ce serait de leur céder. Ça n'est pas l'idée que je me fais de l'autorité de l'État. Donc je ne cède à aucune facilité. Le président arrivé ici se devait de nous recevoir. Nous avions demandé une rencontre avec lui et jusqu'à maintenant, rien n'a été fait. Au cœur du débat, la mise en place des accords de Guyane négociés avec l'ancien gouvernement, un plan d'urgence de 1,1 milliard d'euros que le jeune président a promis de débloquer. Quant aux 2 milliards d'euros supplémentaires, Emmanuel Macron a fait valoir son franc-parler en proclamant haut et fort qu'il n'était pas venu en Père Noël. Et oui, il y en a eu des séquences fortes lors de cette visite. Je ne suis pas le Père Noël. Bienvenue à tous les deux pour ce match des idées. Luc Laventure, vous êtes journaliste spécialiste des Outre-mer. Merci d'avoir accepté notre invitation. Olivier Roucan, vous êtes politologue. Ces séquences fortes, je ne suis pas le Père Noël, sous-entendant que ses prédécesseurs avaient fait des promesses qui n'avaient pas été tenues. Quel regard vous avez porté sur cette visite, Luc Laventure ? Ex abrupto, on peut dire que c'est une visite réussie. Ah, vous diriez visite réussie, vous? C'est-à-dire qu'il est arrivé dans un chaudron, il est arrivé dans une poudrière, il est reparti guilleret en disant « Vous avez vu ?» Lui, oui, peut-être, mais les habitants. Non, je parle de lui d'abord, parce que c'est forcément... Donc, il repart en disant « Requinqué, j'ai réussi à renverser la situation, j'ai réussi à renverser la table, donc je suis le meilleur. » Forcément, c'est le premier de cordée. Malgré tout le respect que j'ai pour le président de la République, il sort de là un petit peu ragaillardi en disant « J'ai réussi ma première visite dans un département d'outre-mer qui n'a pas voté pour moi. » Il ne faut pas oublier effectivement qu'au départ, il est arrivé 3e au premier tour. Et c'est au 2e tour seulement qu'il l'a emporté. Et de très peu de points par rapport à son adversaire. Et du point de vue des habitants, alors Olivier Roucan, vous allez nous donner votre avis. Alors, du point de vue de ses habitants, c'était vraiment très mal perçu. On n'arrive pas chez quelqu'un, on n'arrive pas avec une allure de comptable, sa serviette à la main, sa calculette, en disant attention, je ne suis que le comptable, je ne suis pas le Père Noël. D'abord, comme le disent les Guyanais, comme le disent les Antillais, comme le disent les gens d'outre-mer, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect parce qu'on n'arrive pas en disant « vous avez été infantilisé ». Donc, moi, je sais compter ce que vous ne savez pas faire. Et sous-entendu, ce que vous n'avez jamais su faire. Et je peux penser, je peux reconnaître, je peux ressentir cette espèce de blessure qu'ont ressenti les Guyanais à ce moment-là, parce que effectivement, l'infantilisation, on peut dire que ce ne sont pas les anciens présidents de la République qui ont infantilisé l'outre-mer, on peut dire que c'est le système français qui a infantilisé, pour ne pas dire lobotomisé, l'ensemble des outre-mer. Et c'est vrai que au niveau du paravent, on se cache derrière des grandes personnalités littéraires comme Césaire, les chantres de la négritude, c'est quand même les Antillais, les Guyanais qui l'ont porté, Félix Eboué. Nous sommes dans la maison de Gaston Monerville, nous avons porté une certaine idée de la France. On ne vient pas nous dire
écoutez, vous n'êtes que des riveurs, moi je suis le comptable en chef, voilà. Alors, il y a eu les mots difficiles, Olivier Roucan, et puis il y a eu aussi ces gestes. Il est allé au contact de la population, il a posé des mains sur des épaules, il a eu une sorte de contact charnel même avec cette population. Paternaliste aussi. Et paternaliste. Est-ce qu'il a deux visages, Emmanuel Macron, et est-ce qu'il mène un peu, la carotte et le bâton ? Oui, c'est le fameux « en même temps » et ça va au-delà de cet exemple guyanais. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a tendance sans arrêt à vouloir concilier des contraires. Alors la question qui se pose, c'est jusqu'au paradoxe, point d'interrogation. Puisque là, parfois, je dirais en quelques heures, oui, il y a l'image, puisqu'on parlait de communication d'abord, l'image qui est envoyée, celle du président, de son charisme, président thaumaturge. Bon, ce n'est pas nouveau, c'est un registre qui est vieux comme l'aspect monarchique de notre régime. On a vu d'autres présidents très à l'aise dans la foule, au contact. Bon, donc là, il entretient finalement cette idée que le président est proche d'eux. Et on sait que ce n'est pas un hasard, puisque on sait que ce président-ci, comme Nicolas Sarkozy, a un problème d'image au regard de cette notion de proximité. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, il n'est pas perçu, contrairement à François Hollande, comme étant proche des gens, à leur écoute et comprenant leurs préoccupations. Donc il a un retard à rattraper. Et du coup, il compense et il ne cesse d'aller au contact de cette population. Voilà. Et alors, pour reprendre la formule, en même temps, on voit bien que c'est une mise en scène, c'est de la communication, parce que quand on le dit au contact, il déverse un monologue. On entend rarement les réponses ou un contexte plus global où il y aurait le retour, un échange de cette fameuse population de laquelle ils seraient proches. Deuxième chose, dans le même temps, ou quasiment, il y a le président qui dit « Moi, je ne m'adresse qu'aux élus et aux représentants. Je suis le chef de l'État et j'ai donc un discours qui vise d'abord les élus, que je respecte, etc., etc. » Donc, il y a quelque part là un clivage qui est revendiqué, assumé, qui pousse à des déclarations qui peuvent être perçues comme étant provocantes. Et c'est là où le paradoxe apparaît. C'est-à-dire qu'il y a la mise en scène de la proximité, puis de façon quasi simultanée, il y a un chef d'État qui peut se laisser aller à quelques provocations sur le registre institutionnel et donc par lui-même, si vous voulez, induire un clivage, une séparation par rapport à ces personnes dont il se veut proche. Luc Laventure ? Je mettrai un petit bémol parce qu'effectivement, tout est dans la communication, mais ce n'est pas un laisser-aller, comme vous dites. Je ne crois pas que ça soit un laisser-aller, je pense que c'est effectivement une provocation délibérée et il pose véritablement le problème sur la table en disant « je suis le comptable, je suis le patron des réalités ». Et il amorce déjà un virage. Il amorce un virage même sur le plan constitutionnel. Et quand il a ouvert les assises le lendemain, il dit la chose suivante, il faut revoir les rapports, le type de rapport que l'État a avec ses ex-colonies, il n'a pas employé ce terme, mais c'est ce que cela veut dire, pour qu'il y ait effectivement un dialogue, en tout cas qu'il y ait un partenariat entre les deux entités. Assise des Outre-mer, je précise pour les téléspectateurs qui nous regardent. Autre territoire que je voudrais évoquer avec vous ce soir, c'est Saint-Martin. Cela fait presque 2 mois maintenant qu'Irma a frappé. 2 mois après, où en sont les sinistrés ? Où en est la reconstruction ? Notre journaliste Quentin Calmet a passé une semaine sur place la semaine dernière aux côtés de divers responsables locaux, mais aussi du sénateur radical Guillaume Arnel. Écoutez. Toutes les maisons là qui sont derrière vous et qu'on voit à perte de vue, ça, vous en pensez quoi, vous ? C'est difficile à dire. C'est ce dont je parlais de responsabilité collective et responsabilité partagée. On a laissé faire. Certains ont certainement des permis, peut-être, mais très certainement la grande majorité n'en a pas. Et c'est là où je pense que les élus ont péché par manque de sévérité ou manque de volonté de réglementer ou en tout cas de faire respecter la réglementation. Luc Laventure, ça vous fait réagir, cette idée de responsabilité partagée, y compris par des élus fautifs ? Oui, je pense que c'est une façon effectivement de poser le problème de façon très responsable. Et effectivement, Saint-Martin, c'est un modèle de ce qu'il ne fallait pas faire, de ce qu'il ne faut plus faire, de la part de l'État d'ailleurs. Puisque je crois que la coordination, quand je dis je crois, je suis extrêmement gentil en disant ça, la coordination n'a pas été très bien perçue au départ, mais l'État s'est rattrapé d'abord par quelque chose qui est important, la nomination
de quelqu'un qui a coordonné l'ensemble de tout cela, c'est M. Gustin. L'État s'est emparé de cela avec le président de la République et le Premier ministre qui ont décidé de cette création d'un comité interministériel à la reconstruction parce que ce n'est pas seulement avec le ministère de l'Outre-mer, mais avec tous les autres ministères techniques de façon à ce que, effectivement, les choses aille très bien. Et M. Gustin a travaillé de façon permanente en faisant les allées et venues entre Saint-Martin, la Guadeloupe, les Antilles et le National à Paris. Et on a quand même des résultats qui sont probants. 3000 fonctionnaires ont été envoyés là-bas au plus fort de la crise, 70 lits d'hôpital, 2 millions de bouteilles d'eau, 700 gendarmes, 60 millions d'euros de dépenses, etc. Je pense qu'il y a eu un effort national colossal pour essayer de remettre Saint-Martin Olivier Roucan, vous parliez tout à l'heure d'opérations de communication. Là, on est dans une situation où on commence à avoir un tout petit peu de recul. On est près de 2 mois après la crise. Il est allé sur place. Là aussi, il est allé au contact de la population. Est-ce que là, on peut imaginer que le bilan s'avère positif pour Emmanuel Macron, cette gestion de la crise Irma? Oui, alors, c'est pas parce qu'on analyse la dimension communication d'une action politique que cela recouvre tout. Y compris dans le cas de la Guyane, il y a des réformes de fond qui ont été annoncées. Et pour le coup, là, il y a en effet une action publique qui... mais ça, c'est une constante, c'est de la continuité de l'État. Qui, dans des situations de crise, en France, sait réagir et gérer un certain nombre de crises. Ça, c'est un atout de la France, du reste, par rapport à d'autres États-nations. Et ce que vous disiez l'indique dans ce cas précis. Alors ensuite, il faut évaluer dans la durée. Et puis, il faut voir aussi, parce que là, c'est quand même une séquence dans laquelle le président de la République veut insister sur l'outre-mer en général. Il faudra voir si les politiques publiques, ou plutôt l'action publique, est véritablement adaptée, si les outils sont rendus parfois plus souples. Vous parliez du droit d'adaptation pour la Guyane. On sait que ce droit d'adaptation, il vaut en fait pour des territoires d'outre-mer. Si la Constitution est révisée, est-ce que de nouveaux outils émergent et qui pourront être appliqués à d'autres territoires, dont les collectivités d'outre-mer, qui est une autre catégorie en plus dans le droit de l'outre-mer. Dans la foulée de ce que vous venez de dire, effectivement, l'État a bien réagi, notamment au niveau de Saint-Martin, puisque effectivement sur le plan financier, l'État a décidé de mettre en place une série de mesures comme l'interruption des procédures de recouvrement auprès des petites entreprises. Effectivement, le risque, c'est de voir de grandes entreprises qui ne sont pas de la région débouler et récupérer l'ensemble des marchés. Alors, le prochain dossier d'Emmanuel Macron, c'est la Nouvelle-Calédonie. Il promet de s'y rendre avant le mois de mai. Il a reçu des élus cet après-midi, justement, dans la perspective du référendum de 2018 et sur le statut du territoire. Nous avons un rendez-vous important sur le plan institutionnel. Je veux qu'ensemble, nous puissions le réussir, a dit Emmanuel Macron. Petit rappel historique concernant la Nouvelle-Calédonie. En 1988, Michel Rocard, artisan des accords de Matignon, met fin à plusieurs années de violence entre non-indépendantistes et indépendantistes kanaks. L'un des intermédiaires choisis à l'époque pour renouer le dialogue était Jean-Paul Huchon. Jonathan van der Voort a pu l'interviewer cet après-midi sur ce sujet. L'originalité de sa méthode, ça a été de dire je vais m'adresser à la société civile, aux autorités religieuses, aux autorités philosophiques, puisque dedans, il avait nommé un abbé catholique, un pasteur protestant, un représentant des francs-maçons et un collaborateur de Raymond Barre. Par conséquent, il essayait de réaliser un consensus a priori impossible, mais qu'il a réussi à conduire jusqu'au bout. Et ça, il l'a réussi... je crois, uniquement parce qu'il lui faisait confiance. Olivier Roucan, est-ce qu'on peut imaginer qu'Emmanuel Macron va s'inscrire dans cette lignée Rocard avec cette méthode, ce sens du dialogue ? On peut le penser parce que son identité politique apparaît cohérente avec une partie du rocardisme et du reste, un certain nombre de ses réseaux est largement alimenté par le rocardisme. Donc oui, simplement, là il y a la question d'un référendum, donc c'est un enjeu très fort. Une question sensible sensible. La situation de la Nouvelle-Calédonie, il est vrai, semble pacifié, mais en période de campagne, les choses peuvent déraper assez vite. On voit en plus qu'il y a un peu partout dans le monde la fameuse réveil identitaire qui est là
Et, indépendantiste, autonomiste. Indépendantiste. Ouais. Alors, il ne faut pas, comparaison n'est pas raison, mais enfin, il y a des motifs qui font que le chef de l'État, aujourd'hui, prend avec de l'avance la question, vous le disiez, en main, puisqu'il y a eu cette réunion aujourd'hui à l'Élysée. Et puis, il y a à préciser aussi le droit électoral, qui est une question sensible là-bas depuis assez longtemps. Qui va voter à ce scrutin? A priori, c'est réglé, mais le diable ou Dieu, ça dépend, gît dans les détails. Luc Laventure, cette question de la Nouvelle-Calédonie, c'est un dossier extrêmement sensible, voire explosif pour Emmanuel Macron? Pas explosif, mais sensible depuis 20 ans, puisque absolument, cette crise a traversé plusieurs régimes. Emmanuel Macron, d'ailleurs, a nommé Valls comme patron de la mission, ce qui veut dire qu'effectivement, il se situe dans la même logique que celle de Rocard, qui est de faire attention et que toutes les tendances soient manifestées auprès de cette mission. Il y a eu cette réunion dont vous parliez il y a un instant à l'Élysée cet après-midi. Il y a eu également une réunion chez le Premier ministre. Une délégation de l'Assemblée nationale partira la semaine prochaine mais je pense que les choses s'emboîtent bien, même s'il y a quand même quelques points de crispation, notamment le corps électoral, sur lequel les deux partis ne sont pas tout à fait d'accord. Et puis il faut se dire également que, on voit les images de la mine, c'est un problème très important dans la mesure où les natifs, si je puis dire, les Kanaks, disent la chose suivante. Cette mine pollue considérablement et obscurcit pas seulement le ciel, mais il y a des incidences très, très négatives sur la vie des populations locales. Il y a plein de petits points de ce type qu'il faut régler avant le référendum. Et on va s'arrêter là. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Dans un instant, l'entretien du jour. Nous recevons Lonova. Elle est l'auteure de ce livre, Ma chère fille salafiste radicalisée à 12 ans. À tout de suite après une courte pause. L'info dans le rétro, c'est un regard sur l'actualité à travers l'histoire. En pratique, si on regarde l'histoire longue, un certain nombre de réformes ont été mises en échec par la rue. Donc on ne peut pas contester que la rue joue un rôle. Chaque semaine, l'historien Fabrice Dalméda décrypte et analyse des faits d'actualité à travers des images d'archives de l'INA. Un gouvernement ne peut que distribuer les fruits de la croissance, c'est toujours le problème qui se pose encore aujourd'hui. Une autre façon de comprendre l'actualité. L'info dans le rétro, ce soir à 23h sur Public Sénat. Deux films, un débat pour prendre le pouls de notre monde. Votre premier documentaire Gauche, année zéro. En 5 ans, les socialistes ont tout perdu. Dégagisme, trahison, usure, plongée dans les derniers mois de pouvoir sur fond de campagne présidentielle et législative. Enfin, peut-on réduire nos déchets ou faut-il en finir avec la surconsommation? En France, on en produit plus de 300 millions de tonnes par an, près de 600 kilos par personne. À Roubaix, l'initiative Zéro Déchet a permis à des centaines de familles de réduire considérablement leur consommation et leur rejet. On en débat avec mes invités. C'est le programme d'Un monde en doc. Un monde en doc, samedi à 22h30 sur Public Sénat. Avec nous pour cet entretien dont on va plus loin. Lonova, bonsoir. Vous publiez Ma chère fille salafiste radicalisée à 12 ans aux éditions La Boîte à Pandore. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Dans ce livre, vous racontez comment votre fille est tombée dans le salafisme. Vous étiez une famille, tout ce qui est de plus normal, avec des amis, des activités sportives, des grands-parents très présents pour vos enfants. Une première ombre au tableau, c'est la dépression de votre mari et puis des fréquentations un peu douteuses de votre fille. Et une peine de cœur. C'est comme ça que tout a commencé pour vous? C'est comme ça que tout a commencé pour ma fille, effectivement, avec un premier pied dans l'islam radical. Donc c'est pour ça qu'on parle de radicaliser à 12 ans, parce qu'elle n'a connu que cet islam avec cette radicalité, cette particularité d'être... Parce qu'au moment où elle a cette peine de cœur, qu'est-ce qui se passe? Elle a envie de plaire, de séduire à ce jeune homme, et donc elle va se rapprocher de sa famille et
se rapprocher de l'islam? C'est comme ça que ça va se passer? Oui, elle va chercher. Alors, il y a la quête de l'adolescence aussi, hein, la recherche de sens. Et puis, il y a peut-être effectivement ce prétexte, un garçon à reséduire, qui lui est de confession musulmane. Et l'idée que peut-être en adoptant une partie de sa culture, elle pourra le reconquérir. Donc, c'est vrai que c'est ce que j'ai identifié. Et ensuite, elle va trouver des appuis, des soutiens au collège, sur Internet. Comment ça va aller plus loin? Pourquoi c'est aller plus loin? Alors oui, ça va aller plus loin parce que rapidement, en fait, elle va être entourée d'amis qui seront dans ce mouvement-là. Puis, assez rapidement, se mettre sur Facebook et être happée par une communauté qui va finalement l'entourer. Et puis ensuite, le fait qu'il y ait des livres qui entrent dans sa bibliothèque, enfin, des personnes physiques, une bibliothèque, un réseau, enfin des réseaux sur Internet. Et là, on a un package complet en fait de ce qui va l'entourer finalement et lui permettre d'être complètement en relation avec cette communauté-là. Et au début, vous vous dites quoi? Vous dites c'est l'adolescence, c'est une crise, ça va passer. À quel moment vous vous dites non mais là c'est vraiment en train de devenir sérieux? Oui, alors je passe beaucoup de temps à me dire c'est une crise et c'est l'adolescence. C'est pour s'opposer. Donc vous la comprenez, vous l'écoutez ou quelles sont vos relations à ce moment-là? Je la comprends dans l'envie de se différencier de ce que je suis moi, par exemple, de la culture familiale, en se disant ben, moi je suis une personne à part entière et puis j'ai le droit finalement de m'intéresser à une religion alors que ça n'intéresse pas mes parents. Et je vais penser, moi, effectivement, que c'est plutôt dans ce registre de la construction de l'adolescence qu'elle va, par opposition, s'intéresser à l'islam. Et malheureusement, je vais le penser pendant trop longtemps, pendant pratiquement 3 ans, avant de comprendre, parce qu'un jour, on va m'expliquer ce dont il s'agit pour elle. Elle est embrigadée, en fait, par une communauté. Et du coup, ça va tout changer dans mon état d'esprit, puisque je vais comprendre que finalement, elle se trouve prise par un système qu'elle ne maîtrise pas. On vous l'explique et vous le voyez aussi par les tenues qu'elle va commencer à porter? Oui, bien sûr, c'est le sujet du voile qui est très présent dans mon récit. Effectivement, ça va être son fer de lance de militer pour ce voile auquel je vais m'opposer beaucoup en lui disant qu'elle a le temps, qu'à 12 ans, 13 ans, 14 ans, elle aura encore le temps de faire ce choix et que c'est pas finalement aussi essentiel que ça de le porter. Sauf que je pense que c'est un des biais pour justement convertir à cette pensée. Le voile est vraiment important pour les salafistes piétistes. Vous êtes athée, vous ne l'avez élevé dans aucun culte, a priori, aucune religion. Est-ce que vous pensez que justement, peut-être une des failles se trouve ici, c'est-à-dire que votre fille a eu envie de transcendance, de spiritualité, de trouver un sens à sa vie, et que peut-être dans le type de famille, qui est le cas des millions de familles en France, vous ne l'offriez pas, ça? Oui. Bien sûr. Moi, je n'avais pas de culture religieuse à lui apporter. Je n'avais pas d'intérêt non plus pour une religion. Donc, je ne pouvais pas l'accompagner dans ce choix-là. Et c'est effectivement ce qui fait ce premier pied dans l'islam radical. C'est-à-dire qu'au sein de la famille, quand il n'y a pas de référence, pas de guide, finalement, l'enfant va chercher ailleurs. Et les premiers qui se présentent sur le marché, ce sont les prédicateurs salafistes. Ils sont plus faciles d'accès que des imams qu'on trouve et qui ont un discours apaisé, un islam des Lumières, comme on dit. Il est vrai que la propagande salafiste est très très présente par les différents médias, réseaux, Internet. Et votre fille aujourd'hui a 18 ans, c'est ça? Elle vit en Grande-Bretagne, elle est mariée à un homme qui a plusieurs autres femmes, 2 autres femmes, c'est ça? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous savez précisément de sa vie? Vous êtes en contact avec elle? Oui, les contacts sont de plus en plus rares parce qu'en fait, dans le processus d'adoption de ce mode de vie, finalement, il est assez rare que le mari accepte que l'épouse garde des liens assez fréquents avec sa famille si elle n'abonde pas dans le même sens. Donc la rupture familiale est presque inscrite dans le processus. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est de plus en plus difficile d'être en relation. Elle se cache? Vous dites il y a quand même des contacts, quelques-uns, même s'il y en a très peu. Elle se cache pour vous téléphoner? Non, elle ne se cache pas pour téléphoner, parce que si elle se cache pour téléphoner, elle est dans une démarche qui n'est pas admise, et donc elle est dans le péché. Et le péché, c'est les flammes de l'enfer qui s'offrent à elle, donc elle cherche à l'éviter par un certain nombre de conduites. Donc garder le lien, oui, si c'est autorisé par le mari. Si le mari décide que la mère n'a décidément rien compris à cette pensée-là et qu'elle s'y oppose, et fatalement, il va chercher à ce que le lien se distende.
Vous savez si elle a eu envie de faire le djihad, de mourir en martyr, d'aller en Syrie, si elle est en lien avec des réseaux terroristes? Est-ce que vous avez des doutes, vous avez des soupçons? Alors je sais qu'elle n'a jamais eu cette intention-là. C'est bien ce qui est intéressant en fait, c'est de signaler qu'il y a une autre forme de radicalité que celle de Daesh, dont on parle beaucoup. Je pense qu'elle n'a jamais eu cet intérêt-là. Elle est vraiment dans une démarche religieuse, très pieuse. C'est vraiment une quête personnelle, sauf que la réalité fait qu'aujourd'hui, ça la conduit à un mode de vie qui est absolument absurde, complètement isolé du reste du monde, avec des valeurs qui sont des valeurs religieuses, et puis pourquoi pas une maltraitance aussi religieuse qui peut se traduire dans ce mouvement. À l'époque où ça vous est arrivé, vous vous êtes senti très seul. Aujourd'hui, c'est un sujet qui semble concerner un petit peu plus les Français, et puis parce que de plus en plus de familles sont touchées. Vous discutez avec d'autres parents, ça touche tous les univers, tous les milieux. Qu'est-ce que vous constatez? Oui, alors je me suis sentie très seule parce que l'histoire commence en 2011, et qu'en 2011, c'était pas encore le phénomène de société dont vous parlez. L'idée même du salafisme n'est pas encore entrée dans notre vocabulaire. Aujourd'hui, je pense qu'on a tous entendu parler de ça. Et effectivement, il y a beaucoup de familles qui sont touchées, des familles très diverses. J'en ai rencontré beaucoup, oui, par le biais du CPDSI, qui était géré par Dounia Bouzard. Et des parents déjà géographiquement partout en France, que ce soit à la campagne ou à la ville, dans des catégories socio-professionnelles très variées aussi. Finalement, c'est à la portée de tout le monde, de chaque enfant. Et qu'est-ce que vous attendez des autorités? Est-ce que vous avez l'impression que les autorités sont aussi perdues que vous, aussi perdues que les parents qui vivent ce phénomène? Alors aujourd'hui, on est moins perdus, parce qu'il y a quand même tout un tas de dispositifs qui se sont mis en place, notamment par le biais des préfectures, avec souvent des associations qui sont là pour accompagner les enfants, mais les enfants plus que les parents. En fait, aujourd'hui, les parents sont assez peu supportés, assez peu soutenus et aidés. Alors, c'est vrai qu'on s'occupe beaucoup des enfants et puis on parle beaucoup de la radicalisation. Quand vous dites on s'occupe des enfants, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles font ces associations? Elles essayent de les empêcher de se radicaliser? À quel moment on les prend? Alors, il me semble que la voie de passage, c'est le signalement au numéro vert. Donc, ça veut dire qu'il faut déjà qu'il y ait une forme de radicalité qui soit suffisamment préoccupante pour le parent ou l'école pour que l'enfant soit signalé. Et puis ensuite, ils sont accueillis. Alors, je ne veux pas répondre pour les associations, mais pour celles que je connais, effectivement, c'est un travail de dialogue, de rencontre avec des responsables religieux pour susciter le questionnement, pour faire réfléchir les enfants, pour les amener à rester dans un libre pensée, ce qui finalement n'est plus le cas une fois qu'ils sont complètement embrigadés, parce qu'ils ne réfléchissent plus par eux-mêmes, ils abondent à une idéologie et ils la suivent de manière mécanique et incrémentielle, ça va de plus en plus loin et de plus en plus fort, et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans quelque chose qu'ils n'auraient jamais accepté en fait au préalable. Vous pensez, vous espérez qu'un jour votre fille sortira du salafisme, ou vous vous dites aujourd'hui j'ai perdu la fille telle que je la connaissais, elle est une autre personne et c'est comme ça? Alors, aujourd'hui, je sais que j'ai perdu Charlotte en tant que Charlotte et qu'aujourd'hui, c'est Amina qui vit sa vie de jeune fille. Mais je suis convaincue qu'elle va se sortir de ce communautarisme parce que je ne peux pas imaginer qu'avec une éducation comme elle a reçue, elle puisse se sentir bien indéfiniment, parce qu'en plus je pense qu'elle ne se sent pas bien dans ce courant-là. Je pense que c'est un passage et qu'à un moment donné, il y a une petite étincelle qui va suffisamment briller pour qu'elle se rende compte qu'elle y perd beaucoup finalement. Merci beaucoup Lonova d'avoir été notre invitée ce soir et d'être venue nous présenter ce livre que je représente à nouveau, Ma chère fille salafiste radicalisée à 12 ans, une histoire très touchante. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission, on se retrouve demain à la même heure sur Public Sénat. Ne manquez pas l'invité de Territoire d'Info, c'est Nicole Belloubet, ministre de la Justice. Passez une très belle soirée, restez au cœur du débat.
L'info dans le rétro, c'est un regard sur l'actualité à travers l'histoire. En pratique, si on regarde l'histoire longue, un certain nombre de réformes ont été mises en échec par la rue. Donc on ne peut pas contester que la rue joue un rôle. Chaque semaine, l'historien Fabrice Dalméda décrypte et analyse des faits d'actualité à travers des images d'archives de l'INA. Un gouvernement ne peut que distribuer les fruits de la croissance, c'est toujours le problème qui se pose encore aujourd'hui. Une autre façon de comprendre l'actualité.